Bien le bonsoir. Les titres de cette édition, le drapeau ghanéen en berne. Le président John Atta Mills est décédé ce mardi. Il est tombé malade quelques heures auparavant. Mills, 68 ans, est arrivé au pouvoir en 2009. Le Sénégal n'enverra pas de troupes d'intervention militaire au Mali. Priorité à la médiation en cours. Le chef de la diplomatie sénégalaise l'a indiqué aujourd'hui. Alioune Badara Cissé tirait le bilan des 100 jours à la tête du département des affaires étrangères. L'implication de la Gambie dans la recherche de solutions à la crise casamançaise est l'une des perspectives. Large fenêtre ce soir sur les personnes en situation de handicap. Les autorités manifestent une volonté politique d'accompagnement. Les intéressés, eux, attendent toujours une application de la loi d'orientation. En fin d'édition, le président de la Fédération des associations de personnes handicapées, Yadma Fall, est dans nos murs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas de troupes d'intervention militaire au Mali. Pour le moment, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères l'a indiqué. Il indique que le Sénégal, dans ce cadre, privilégie la médiation en cours. Alioune Badara Cissé qui tirait le bilan de 100 jours à la tête de ce département des affaires étrangères. Il souligne également que l'implication de la Gambie dans la recherche de solutions à la crise casamançaise fait partie des perspectives qui ont été dégagées. Le ministre était face à la presse aujourd'hui. Le corps diplomatique accrédité à Dakar était également au rendez-vous. C'est un compte-rendu de Ibou Diouf et Ababacar Kamara. Une sorte de bilan 100 jours après la prise de fonction à la tête du ministère des Affaires étrangères. Alioune Badara Cissé parle des réalisations de la diplomatie sénégalaise, ses grands sentiers, parmi ceux la paix en Casamance et le rôle de la Gambie dans ce processus, entre autres. Le soutien sans ambiguïté que le président Yaya Jammeh a offert d'apporter au Sénégal dans la recherche de solutions de paix en Casamance. Afin que cesse dans ce pays la catégorisation de population, qu'il y en ait deux, des citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part, pour que nous puissions tous nous retrouver autour d'un identitaire commun qui est la République du Sénégal et notre citoyenneté sénégalaise. Le dossier de l'ancien président tchadien Hissène Habré est remis au goût du jour. Pour l'affaire Hissène Habré, le chef de l'État s'est prononcé du haut de la tribune du sommet des chefs d'État à Addis Abeba que M. Hissène Habré sera jugé au Sénégal. Qu'en ce moment-là, d'ailleurs, une commission de l'Union africaine se réunit à Dakar, au département de la justice, pour concevoir les modalités d'un jugement du président Hissène Habré. Les foyers de tension notés dans la sous-région constituent une autre préoccupation pour le Sénégal, telle que la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le processus de transition a été amorcé. Les chefs d'État l'ont réitéré aux autorités bissau-guinéennes de mener une consultation pour avoir un gouvernement plus inclusif, parce que ne pouvant pas avoir de chance de succès tant que le PSGC ne sera pas associé. Et je pense que nous participons de cet exercice. Et parlant du Mali, l'envoi de troupes militaires n'est pas encore prévu. Nos forces de sécurité sont sur plusieurs fronts. Ils sont au Darfour, au Soudan, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau. C'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que ces hommes ont également une mission de maintien de l'ordre dans leur pays. Donc, ils ne seront pas au Mali. Le Sénégal, qui assure la présidence en exercice de l'ECI, ne peut rester indifférent à la crise syrienne. Nous avons demandé qu'il soit mis fin aux hostilités de tous bords, qu'un cessez-le-feu puisse être instauré et que les médiations puissent être menées. Cette rencontre a permis au patron de la diplomatie sénégalaise de réaffirmer la volonté de Dakar à œuvrer pour une bonne marche des relations internationales et une paix durable. Abdoulaye Baldé siégera bel et bien à l'Assemblée nationale. Il n'est pas question pour lui de renoncer à ce poste par respect à l'électorat. Il n'envisage pas, par ailleurs, dit-il, de rejoindre l'APR de Macky Sall. Le maire de Ziguinchor dissipe ainsi la rumeur. Il souligne qu'à l'heure actuelle, sa seule préoccupation demeure la création de son parti politique. Et Diallo et Adiatala. Le maire de Ziguinchor, élu sur la liste Benno Bokk Gis Gis, lève un coin du voile sur sa démission de la prochaine Assemblée nationale. Il n'a jamais été question, moi, de sortir
ou de désister de mon poste que le peuple sénégalais m'a confié à travers une élection. Moi, j'ai l'intention de ne pas de rester dans le combine beurré. Moi, je suis 5e sur la liste. Cette fois-ci, je pense qu'il est important pour ce que j'entreprends dans l'avenir d'aller à l'Assemblée nationale. Il déclare être déterminé à remplir pleinement sa mission à l'hémicycle en défendant les intérêts du peuple qu'il a élu. Mon adhésion à l'APR Yakar n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que ça aussi relève de la pure spéculation, comme ça a été dans certains mémorandums qu'on aurait signés, mais ils n'ont qu'à le publier si on avait signé un mémorandum. Et moi, je suis en train de travailler à la mise en place d'un parti politique, qui est un parti du centre, qui n'est pas un parti libéral comme l'APR. Et qui s'appellera comment ? Qui s'appellera certainement Union centriste du Sénégal. Son adhésion à l'APR qui a suscité des débats après avoir accompagné Macky Sall dans ses voyages. Le président de l'Association des maires du Sénégal, pour mettre fin à toute rumeur, se projette dans la création de l'Union des centristes du Sénégal comme parti politique. Les travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal dénoncent le mépris de la tutelle selon leurs propres termes. Le cadre unitaire des syndicats de l'ONAS n'exclut pas d'aller en grève. Aussi, Oumar Gueye n'instaure pas la concertation. Mardieng et Amina Sow à la rencontre de ces travailleurs. Effectivement. Ces travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal ne sont pas du tout contents de leur ministre de tutelle. Ils déplorent le mutisme de Oumar Gueye à leur endroit depuis son installation au ministère de l'Urbanisme et de l'Assainissement. Dans une collaboration, il y a un minimum de considération et de respect. On ne peut pas être ministre de tutelle d'une structure que les vrais acteurs ont gérée depuis très longtemps. Tu viens, tu n'as même pas eu la courtoisie de prendre contact avec tes collaborateurs. Parce que nous ne sommes que ses collaborateurs. Il ne fait qu'assurer la tutelle, premièrement. Deuxièmement, le cadre unitaire a écrit depuis le 24 avril pour le rencontrer, pour discuter des problèmes du sous-secteur. Il n'a même pas répondu, moins de nous recevoir. Le cadre unitaire des syndicats de l'ONAS ne compte pas baisser les bras. Des actions sont en vue. Si nous ne serons pas impliqués, nous prendrons toutes nos responsabilités et nous n'excluons pas d'aller en grève parce qu'un préavis de grève est en cours. Ces professionnels de l'assainissement saluent par ailleurs les premiers actes du gouvernement qui a commencé à éponger les 6 milliards de dettes dues à la société. Le nouveau régime, dès le vote du budget de l'année 2012, avait inclus 3,5 milliards. Et dans ces 3 milliards, au début de l'année, 1 milliard a été versé. Et en plus, il y a des traites de 500 millions qui devront être versées jusqu'à terme. Et déjà, on a commencé à verser les 500 millions. Donc nous pouvons espérer. Les travailleurs de l'Office national de l'assainissement du Sénégal exigent par ailleurs de leur ministre de tutelle une implication dans le projet de réforme institutionnelle de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement. Amina Sow, le ministre de tutelle, le ministre de l'urbanisme et de l'assainissement tempère les ardeurs. Oumar Gueye qui précise qu'il est bien loin de négliger la concertation avec ses acteurs du terrain. Il souligne avoir été juste absorbé par les urgences qui l'ont accueilli au ministère. Il est joint ici par Amina Sow. Lorsque vous venez d'arriver et que vous allez dans une maison, vous trouvez une partie de la maison en flammes, la première chose à faire, c'est de chercher de l'eau et d'essayer d'éteindre l'incendie avant de faire des salutations ou des salam alek. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes occupés très rapidement des urgences que nous avons trouvées au niveau de l'assainissement, particulièrement. Par rapport à l'audience, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, qu'ils comprennent que nous avons des urgences, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de dossiers très pressants et sur lesquels cela nécessite beaucoup d'heures de travail, beaucoup de concentration.
Omar Gueye, ministre de l'Urbanisme et de l'Assainissement. Nous poursuivons avec le quartier Kip, c'est à Bargny, Kip, où il ne fait pas bon vivre selon les populations. Il y aurait des serpents qui rôdent, en plus des moustiques qui sifflent et piquent. Les populations crient au secours. Leur environnement immédiat, en effet, favorise en plus ce calvaire qui n'a fait que trop durer. C'est un sujet de Dissa Prera et Ibou Cissé. À Kip, un quartier proche du dépotoir du village de Bargny, les populations ne dorment plus que d'un seul œil. Et pour cause, le dépotoir est devenu un lit de larves. Ce qu'on constate ici, c'est l'insalubrité totale. Parce que les gens déversent ici des ordures. Ça amène des maladies, surtout le paludisme. Parce que les ordures, ça amène des moustiques. Les moustiques pondent des œufs. Et ces œufs-là éclosent et font se répandre. En ce qui concerne les moustiques, on ne sait plus quoi faire. Elles sont tellement grosses, elles ressemblent à des mouches. Ce serait vraiment salutaire qu'on nous aide à faire face à cette situation. Au-delà des risques de paludisme auxquels elles sont exposées, les populations de Kip vivent sous la menace d'un autre danger, les serpents qui élisent domicile dans les environs. Ce dépotoir nous amène beaucoup de moustiques. Les eaux stagnantes inondent nos maisons. Ces eaux sont généralement accompagnées de bestioles, de mille-pattes et de serpents qui déambulent autour des maisons. Et cela nous fait peur, d'autant plus que nous vivons avec nos enfants. Il y a des serpents qui pullulent dans le secteur parce que les aliments qu'on déverse ici, la nuit les serpents vont aller les récupérer. Et ça amène que les serpents pullulent dans les lieux. Une aide de la part des autorités pour assainir leur quartier, c'est tout ce que demandent ces populations qui ont fini par rebaptiser leur quartier au nom de Serigne Ababakar Sy. Dissa Prera, après ce SOS du quartier Kip de Bargny, nous ouvrons cette fenêtre consacrée aux personnes à mobilité réduite, la condition donc des personnes handicapées. Les difficultés s'égrènent et dans de nombreux domaines, l'application de la loi d'orientation sociale constitue aujourd'hui l'espoir de cette population. Fatou Kinadem. Au Sénégal, 10% des populations sont des personnes en situation de handicap. Défavorisées et vulnérables, cette frange de la population souffre de marginalisation. Leurs conditions de vie sont précaires car exclues du système éducatif avec une prise en charge qui fait défaut. Parmi les difficultés, il y a également l'accès à la santé, à l'information, aux infrastructures publiques, aux édifices dont la construction ne prend pas en compte leur situation, au transport public. Laissées à elles-mêmes, la plupart des personnes en situation de handicap s'adonnent à des moyens de survie comme la mendicité. Conséquence, les enfants sont souvent victimes de viols, de pédophilie, entre autres. Aujourd'hui, nombreuses sont des associations de personnes handicapées, de société civile à lutter non seulement pour la ratification, mais surtout pour l'application de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, adoptée en 2006 par les Nations Unies. Cette convention est entrée en vigueur en 2008. Le Sénégal traîne encore. Reste à savoir à quand l'application de la loi d'orientation sociale en faveur des personnes handicapées. Justement, Fatou Kinedem, le décret d'application de cette loi d'orientation sociale est dans le circuit. C'est une assurance du ministre de la Santé et de la Prévention, Eva Marie Coll Seck. Une concrétisation qui va améliorer les conditions de vie de cette population, selon elle. Birama Saounera Yaya Diallo. Bientôt un ouf de soulagement pour les personnes handicapées. Le président de la République signe prochainement le décret d'application de la loi d'orientation sociale, une annonce du ministre de la Santé qui rassure les handicapés. C'est une attente énorme des personnes en situation de handicap pour que nous puissions vraiment parler en termes de droits
pas en termes d'assistanat, mais en termes de droit. Cette loi d'orientation, le gouvernement doit l'appliquer, car les handicapés sont fatigués. Nous avons beaucoup de problèmes. Selon le secrétaire général adjoint de l'Association nationale des handicapés moteurs, la loi d'orientation prend en charge toutes leurs préoccupations. La loi d'orientation sociale prend en charge toutes les préoccupations des personnes en situation de handicap. Qu'il s'agisse par exemple de l'accès à l'éducation, à la formation, l'accès à l'habitat, l'accès à l'emploi, à la formation, etc. Donc ça prend toutes les préoccupations des personnes handicapées. Les attentes sont nombreuses, mais certains pensent que les personnes vivant avec les handicaps ne doivent pas être marginalisées dans la société à cause de leur situation. La majorité des personnes en situation de handicap ne se sentent pas citoyens à part entière, mais ils se sentent des citoyens à part. La majorité, je dis. Voilà. Notre préoccupation, c'est maintenant que nous soyons impliqués dans toutes les politiques nationales. En tant qu'handicapé sportif, je souhaite que le chef de l'État nous mette dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse participer dans les compétitions internationales. Récemment, je devais me rendre en Espagne, mais mon dossier a été rejeté. Tout ceci relève de manque de considération envers les handicapés. En mai 2010, les députés votent dans l'unanimité la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. L'objectif de celle-ci, mettre en place un cadre de référence du dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d'intégration des personnes handicapées dans notre société. Toujours, nous restons avec ces personnes à mobilité réduite et le mois de Ramadan. Eh bien, celles qui font la manche pour vivre se coltinent la faim et la soif, en plus de la chaleur et des risques liés à la circulation. Atanarba Nafissatou Silla. Les contraintes du Ramadan n'épargnent aucun musulman. Et pour les personnes à mobilité réduite, c'est très difficile et elles le reconnaissent. Tout le monde sait que le Ramadan est dur, aussi bien chez les personnes valides que chez nous les handicapés. Je ne dirais pas que j'ai peur de jeûner, c'est juste que c'est pénible, mais je n'ai pas le choix. C'est trop difficile pour nous. On n'en disconvient même pas. Rester toute une journée sans boire ni manger, c'est vraiment dur. Si des gens soutiennent le contraire, c'est parce qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Heureusement que l'on a l'habitude de jeûner depuis qu'on est jeune. C'est sous un soleil de plomb que ces handicapés moteurs se faufilent entre les véhicules dans la circulation pour chercher de quoi couper le jeûne, ce qui est souvent dur quand on se déplace avec une chaise roulante. Parfois, on rentre avec pas moins de 1500 francs, avec tout ce que comportent les frais du Ramadan. C'est dur. Souvent, les automobilistes ne nous regardent même pas. En temps normal, il est difficile de joindre les deux bouts pour Mamadou Lamine Djemé. Pour le Ramadan, c'est encore plus pénible. La rupture du jeûne exige beaucoup de frais. Si on pouvait, on allait rompre le jeûne avec un bon poulet. Malheureusement, à 19h, souvent, on n'a rien à nous mettre sous la dent. Je me déplace avec une chaise roulante et j'arpente les ruelles de la ville pour manger sans rien recevoir. Là où je vous parle, j'ai excessivement soif. Je ne peux même pas parler correctement et j'ai envie de dormir. Le Ramadan est obligatoire pour tout musulman. Pour les personnes handicapées, surtout ceux qui m'ont dit, c'est dur d'allier leurs conditions physiques au Ramadan. Elles sollicitent de vive voix la clémence des Sénégalais. Actualité internationale, le décès du président ghanéen John Atta Mills, décédé ce mardi. Il est tombé malade quelques heures auparavant. Mills, 68 ans, est arrivé au pouvoir, je le rappelle, en 2009. Chérif Dia. C'est une mort brusque selon un communiqué de la présidence. John Atta Mills, au pouvoir depuis 2009, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons la mort brusque et prématurée du président de la République du Ghana, annonce la présidence, ajoutant que le président John Atta Mills était tombé malade quelques heures auparavant. Toutefois, le communiqué n'a pas donné d'autres précisions sur les circonstances de la mort du chef de l'État.
Conformément à la Constitution, le vice-président John Dramani Mahama doit assurer l'intérim alors qu'une élection présidentielle est prévue en décembre. Le Ghana est considéré comme un des rares exemples de démocratie en Afrique. Le défunt président avait remporté en 2008 la présidentielle d'une courte avance contre le candidat du parti du président sortant John Kufuor. John Atta Mills était désigné par son parti en juillet 2011 pour briguer un second mandat pour le scrutin présidentiel prévu en décembre 2012. La page des sports, tout de suite avec Papis Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Retour sur l'incident entre Boy Niang et Zoss. Vous savez, l'information, c'est que le CNG vient de suspendre les face-à-face qui précèdent les confrontations jusqu'à nouvel ordre. Un avis plutôt partagé auprès des amateurs. Reportage Saïr Insadio. Les face-to-face, source de violence dans l'arène, le CNG en a pris conscience à tel point qu'il envisage de les bannir dans les combats de lutte. Une idée qui n'agrée pas certains. Le CNG pouvait prendre tout de suite, quand il a constaté qu'il y avait des manquements notés dans l'organisation de ces face-à-face, prendre des mesures. Mais il ne l'a jamais fait. Il a laissé aller. Jusqu'à ce qu'on atteigne aujourd'hui un point de non-retour, à ce qu'il y ait du sang versé et dire qu'on va annuler ces face-à-face. Je pense qu'on peut ne pas arriver là. Même son de cloche chez les amateurs qui souhaitent tout simplement que ces événements soient mieux sécurisés. Je pense qu'il faut que ça continue parce que comme on le fait donc en Europe, on le fait donc aux États-Unis, donc pourquoi pas les supprimer. Les violences, je pense que ça n'a rien à voir avec ces choses-là. La lutte, comme tous les sports, c'est le spectacle d'abord. Et les face-à-face font partie de la lutte. Et puis, c'est ça qui donne le sel même de la lutte. Seulement, on doit les sécuriser. Les acteurs de l'arène, promoteurs, lutteurs, dirigeants, devront s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution qui permettrait d'enrayer définitivement la violence dans l'arène. Et puis, à verser dans ce chapitre l'idée d'une année blanche pour contraindre les esprits à travailler pour la paix et rassurer justement le monde de la lutte. Une idée donc qui trouve l'adhésion de certains, comme le président de l'association des lutteurs en activité. Il s'agit de Boy Kairé que voici. S'il dit que la lutte doit connaître une pause d'une année pour retrouver le droit chemin, je suis en phase avec lui. Je parle dans l'intérêt général. Que ce soit le petit ou le grand lutteur, tout le monde sait que si la violence continue, cela ne va pas nous arranger. Car les sponsors risquent de se retirer. Et on sait bien que sans eux, la lutte ne sera pas la même chose. L'association des lutteurs doit jouer un grand rôle dans la sensibilisation. Tous les lutteurs doivent s'unir pour éliminer la violence dans la lutte. Ainsi, nous allons organiser une grande assemblée générale après le mois de Ramadan avec les responsables d'écurie et les managers. Le mois de Ramadan, Inch'Allah. Boy Kairé, l'homme à l'origine de toute cette effervescence n'est autre que Boy Niang. Sa licence, vous le savez, a été retirée. Son écurie suspendue. Voici son portrait signé Cheikh Tidiane Diao. Pour un élève de terminale qui doit passer le baccalauréat, l'environnement n'est guère propice. Boy Niang 2, depuis son agression sur Zoss et dans l'œil du cyclone, comble de malheur, le CNG de lutte lui a retiré sa licence et son écurie suspendue. Un coup dur pour l'intellectuel de l'arène. Oui, Boy Niang 2 doit en effet passer son baccalauréat cette année. Ce fils d'ancien lutteur allie sport et études. Boy Niang 2 a choisi la lutte par pure passion tout en continuant ses études. Mais le gosse, en autant record, s'est vite fait un nom dans l'arène. C'est en 2009 qu'il décroche sa première victoire. Mais c'est son combat avec Sakadur 2 qui l'a littéralement propulsé. Son bilan est de 9 victoires et une défaite en 10 combats. Une défaite subie le 8 juin dernier face à Zoss, source aujourd'hui de tous ces tourments.
Cheikh Tidiane Diao, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout. Khalifa pour aujourd'hui. Merci Papis Diao. Dans un instant, l'invité de cette édition, il s'agit du président de la Fédération des associations de personnes handicapées. Nous en avons beaucoup parlé ce soir. Yatma Fall qui aborde avec nous cette question bien d'actualité. Il s'agit de l'application de la loi d'orientation sociale, ce pour l'amélioration des conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Je vous rappelle que lundi dernier, le ministre de tutelle Eva Marie-Coll Seck a démontré la volonté politique du gouvernement avec ces assurances qu'elle a données. Le décret est en bonne voie, le décret est dans le circuit. La loi d'orientation avait été signée il y a de cela 2 ans. Il reste maintenant l'application de celle-ci. Alors Yatma Fall est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Yatma Fall, aujourd'hui la loi d'orientation sociale est l'espoir des handicapés. Je vous laisse tout d'abord revenir sur les principales dispositions. Juste 2 ou 3. Oui, peut-être on va en retenir 3. Oui. 3 principales dispositions importantes pour la communauté des personnes handicapées. La première, c'est d'abord l'institution que prévoit la loi d'une carte d'égalisation des chances, une carte qui permettra à son détenteur handicapé d'avoir un accès plus facilité aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, le transport public, etc. La deuxième disposition importante, c'est aussi l'institution prévue par la loi d'un fonds d'appui à l'insertion des personnes handicapées. Le reportage l'a montré tout à l'heure. Il y a énormément de personnes handicapées, surtout de jeunes handicapés, qui sont dans les rues de Dakar et des grandes villes du Sénégal, qui font la mendicité, pas par leur faute, mais par la faute d'un système qui les a exclus. Or, aujourd'hui, le combat, c'est d'abord de faire en sorte que ceux qui sont en âge d'aller à l'école ou d'avoir un métier, d'être formés, d'aller à l'école, mais ceux qui sont déjà dans la rue, le fonds prévu par la loi, justement, prévoit de leur financer des projets générateurs de revenus. Ensuite, la troisième disposition importante que prévoit la loi, c'est l'institution de cette haute autorité chargée de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis une dizaine d'années, les personnes handicapées ont toujours réclamé la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État. Aujourd'hui, la loi a prévu une haute autorité, c'est très bien. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il faut que cette haute autorité soit mise en place et qu'elle ait les moyens de faire en sorte que les droits des personnes handicapées puissent être correctement observés au Sénégal. Très bien. Alors la première disposition dont vous me parlez parle plutôt d'accès aux services, à certains services. Alors l'accès est aussi physique, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que cela a été pris en compte pour l'accès à certains édifices ou l'accès simplement au transport public? Parce que parfois c'est difficile quand on est en fauteuil ou simplement en béquille. Absolument. Donc l'accès aux différents services, particulièrement au transport ou aux édifices publics, a été pris en compte par la loi, aussi bien d'ailleurs pour les personnes handicapées motrices que pour les autres catégories de handicap. C'est totalement pris en charge. C'est juste pour nous une question d'application, parce que finalement, tout ce qui a été dit l'a été, on a réfléchi, on a dit tout ce qu'il fallait dire, on l'a écrit. La loi a été votée depuis 2010, 26 mai 2010. Aujourd'hui, il s'agit d'arrêter de parler et justement de prendre les décrets d'application de cette loi. Et ainsi, on rencontrera en tout cas de moins en moins de difficultés pour accéder aux édifices publics, mais également pour accéder aux différents services sociaux de base. Alors vous, Yatma Fall, en tant que fédération d'associations de personnes handicapées, que faites-vous à votre échelle pour justement rompre avec cet assistanat perpétuel? Oui, d'abord, nous, on ne veut pas de l'assistanat, justement. À la limite, ce qu'on veut, c'est une aide, comme disait l'autre, une aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Donc, il faut qu'on comprenne bien que le combat que nous menons au niveau de la Fédération des associations de personnes handicapées, au niveau de toutes les organisations de personnes handicapées, c'est d'arriver à ce que le Sénégal
puisse prendre toutes les dispositions utiles pour une meilleure intégration des personnes handicapées. Concrètement, moi je connais, il y a des personnes en situation de handicap qui refusent d'être assistées. Qu'est-ce que vous faites justement à votre échelle pour les aider? Mais nous, c'est les accompagner, les aider, les conseiller, les accompagner et surtout les encourager. Oui. Parce que nous décourageons totalement la mendicité, nous la combattons à la limite. Mais parfois aussi, ceux qui le font, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas d'autre choix. C'est pourquoi, donc, il faut mettre en place de véritables politiques de prise en charge de ces personnes handicapées. On a beau vouloir se passer de l'aide, de l'assistanat et tout, mais si on ne vous met pas dans les conditions de le faire aussi, c'est difficile. Yatma Fall, merci. Yatma Fall est le président de la Fédération des associations de personnes handicapées. Il était avec nous ce soir pour parler de cette loi en attente d'être appliquée. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve alors dans quelques minutes à la gargote de Madame Poté. Depuis le temps qu'on m'invite, je veux bien y aller et faire un tour, surtout boire un petit thé. Bonsoir.